Il y a des monuments que l'on admire, et puis il y a ceux qui nous regardent en retour, silencieux, immobiles, comme s'ils attendaient que l'humanité soit enfin prête à comprendre ce qu'ils sont réellement. Les pyramides d'Égypte font partie de cette seconde catégorie. Depuis des siècles, elles dominent le désert, défiant le temps, les tempêtes de sable, les tremblements de terre, les guerres, les empires et même les religions. Elles étaient déjà anciennes lorsque les Grecs les ont découvertes. Elles étaient déjà mystérieuses lorsque les Romains tentaient de les expliquer. Et aujourd'hui encore, à l'ère des satellites, des lasers, des supercalculateurs et de l'intelligence artificielle, elles continuent de poser une question simple, presque enfantine, mais terriblement dérangeante. Qui a réellement construit les pyramides ? Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est, là où tu es. La réponse officielle est connue de tous. Les anciens Égyptiens, sous le règne des pharaons, à l'aide de techniques ingénieuses mais primitives, grâce à la force humaine, à l'organisation sociale et à une foi religieuse absolue. Une réponse répétée si souvent qu'elle en est devenue une vérité automatique, presque impossible à remettre en question sans être immédiatement cataloguée, ridiculisée ou exclue du débat académique. Et pourtant, dès que l'on s'arrête un instant, dès que l'on observe réellement la Grande Pyramide, non pas comme un symbole, mais comme un objet physique, mathématique, géométrique, quelque chose cloche profondément. La Grande Pyramide n'est pas simplement grande, elle est trop précise, trop massive, trop bien orientée, trop complexe. Elle est alignée avec une précision quasi parfaite sur les points cardinaux. Elle incorpore des proportions mathématiques avancées. Elle utilise des blocs de pierre si lourds et si parfaitement ajustés que même aujourd'hui, avec nos grues et nos machines, leur reproduction exacte poserait problème. Et surtout, elle semble avoir été construite d'un seul coup, comme si ses concepteurs savaient exactement ce qu'ils faisaient dès le départ, sans phase d'essai, sans erreur majeure, sans transition visible. Ce constat est fondamental. Dans toute l'histoire humaine, les grandes avancées technologiques se font par étapes. On expérimente, on se trompe, on améliore, on recommence. Pourtant, avec la Grande Pyramide, on a l'impression inverse. Une maîtrise soudaine, presque brutale, suivie d'un déclin progressif. Les pyramides construites après celles du Gizeh sont souvent moins précises, moins ambitieuses, parfois maladroites, comme si un savoir immense avait existé puis s'était perdu. Et c'est ici que le doute commence à s'infiltrer. Car si les Égyptiens ont réellement construit les pyramides, alors ils possédaient un niveau de connaissance et de technologie que nous avons largement sous-estimé. Mais s'ils ne les ont pas construites seuls, alors une autre possibilité bien plus vertigineuse se dessine. Une possibilité que l'humanité hésite encore à regarder en face. Et si les pyramides n'étaient pas uniquement une œuvre humaine ? Cette idée peut sembler provocante, absurde, voire ridicule à première vue. Elle évoque immédiatement des images de soucoupes volantes, de petits hommes gris, de théories farfelues popularisées par la culture populaire. Et pourtant, lorsqu'on met de côté les caricatures, lorsqu'on analyse froidement les faits, cette hypothèse ne naît pas du vide. Elle naît d'un ensemble d'anomalies, d'incohérences, de détails techniques inexplicables qui, mis bout à bout, forment un puzzle dérangeant. Pourquoi une civilisation supposée primitive aurait-elle construit un monument d'une telle complexité sans laisser de plan détaillé, sans expliquer ses méthodes, sans transmettre clairement son savoir ? Pourquoi les textes égyptiens parlent-ils abondamment des dieux descendus du ciel, des êtres venus des étoiles, des instructeurs célestes qui auraient apporté la connaissance aux hommes ? Pourquoi retrouve-t-on des mythes similaires sur toute la planète à des milliers de kilomètres de distance, évoquant des dieux bâtisseurs venus d'ailleurs, enseignant l'architecture, l'astronomie et les mathématiques ? Bien sûr, la science moderne rejette ces récits comme des métaphores, des symboles, des croyances religieuses. Mais une question persiste. Et si ces mythes n'étaient pas seulement symboliques, et s'ils décrivaient avec le langage de l'époque quelque chose de réel, de concret, de mal compris ? Les anciens Égyptiens parlaient des dieux comme des êtres physiques, capables de marcher parmi les hommes, de construire, de régner, de transmettre un savoir interdit.
Le dieu Thoth, par exemple, était présenté comme le maître de la connaissance, des sciences, de l'écriture, de la géométrie. Osiris était décrit comme un roi civilisateur venu instaurer l'ordre et la loi. Ces dieux n'étaient pas simples abstractions spirituelles. Ils avaient des corps, des outils, des machines mythiques, des parcs célestes capables de voyager dans le ciel. Alors, faut-il y voir uniquement de la mythologie ou les vestiges déformés d'un événement réel, mal compris, transmis de génération en génération? La Grande Pyramide, elle, ne parle pas. Elle ne raconte rien. Elle est là, massive, silencieuse, immuable. Mais son existence même pose une question qui refuse de disparaître. Et si l'humanité n'avait pas été seule au moment de son plus grand mystère architectural? Car parfois, ce ne sont pas les réponses qui sont inquiétantes, ce sont les questions que l'on n'a pas osé poser. Et dans le cas des pyramides, ces questions commencent à devenir trop nombreuses pour être ignorées. Lorsque la technologie ne suffit plus à expliquer un mystère, il ne reste qu'une autre porte à ouvrir, celle des récits anciens. Non pas pour les prendre au pied de la lettre, ni pour les rejeter d'un revers de main, mais pour les écouter attentivement, comme on écouterait un témoin très ancien, maladroit dans ses mots, mais sincère dans ce qu'il tente de transmettre. Car les Égyptiens ne parlaient pas de leurs origines comme nous le faisons aujourd'hui. Ils ne raisonnaient pas en termes d'évolution technologique ou de progrès linéaire. Leur vision du monde était cyclique, cosmique, profondément liée au ciel, aux étoiles, aux forces invisibles qui gouvernaient l'univers. Et dans cette vision, une idée revient sans cesse, insistante, presque obsessionnelle, les dieux sont venus du ciel. Les textes les plus anciens de l'Égypte, bien antérieurs aux grandes dynasties, évoquent un temps mythique, un âge primordial, appelé le Zep-Tépi, la première fois. Une époque où les dieux régnaient directement sur la terre, avant que le pouvoir ne soit transmis aux pharaons humains. Dans ces récits, les dieux ne sont pas des abstractions. Ils marchent, parlent, construisent, enseignent. Osiris est décrit comme un roi civilisateur, venu apporter la loi, l'ordre, l'agriculture et l'architecture. Thoth est le maître du savoir, celui qui donne l'écriture, la géométrie, l'astronomie. Ptah est l'architecte divin, celui qui conçoit le monde par la pensée et la mesure. Ces dieux ne vivent pas dans un royaume invisible, ils viennent d'un lieu précis, le ciel, les étoiles, les régions célestes. Les hiéroglyphes les représentent souvent avec des barques célestes, des objets volants stylisés, capables de traverser les cieux. Pendant longtemps, ces descriptions ont été interprétées comme de simples métaphores poétiques, mais une question dérangeante subsiste. Pourquoi ces métaphores sont-elles si cohérentes, si détaillées, si similaires à travers différentes cultures du monde? En Mésopotamie, les tablettes sumériennes parlent des Anunnaki, des dieux venus du ciel, descendus sur terre pour créer, enseigner et gouverner. En Amérique centrale, les Mayas racontent l'arrivée de dieux barbus venus des étoiles, apportant le calendrier, les mathématiques et l'architecture monumentale. En Inde, les textes anciens décrivent des Vimana, des véhicules célestes capables de voler, de se déplacer dans l'espace et même de combattre. Partout, le même motif apparaît. Des êtres supérieurs, associés au ciel, à la lumière, au feu, apportent un savoir soudain à des civilisations encore jeunes. Coïncidence culturelle? Archétypes psychologiques universels? Ou traces déformées d'un événement réel? Ce qui intrigue particulièrement les chercheurs alternatifs, c'est que ces récits ne parlent pas d'une évolution lente, mais d'une transmission brutale du savoir. Les hommes ne découvrent pas progressivement les mathématiques ou l'architecture, ils les reçoivent. Et cette idée trouve un écho troublant dans l'archéologie. Les premières grandes constructions monumentales apparaissent soudainement, sans véritable phase de transition. Comme si quelqu'un avait fourni le plan, le concept, la vision globale, avant même que la société humaine ne soit totalement prête à l'exécuter. Dans le cas des pyramides, cette rupture est flagrante. Avant elles, on trouve des constructions simples. Après elles, on observe une tentative de reproduction, souvent moins réussie, mais la grande pyramide, elle, semble hors catégorie.
Certains textes égyptiens suggèrent même que les pyramides auraient été construites selon des plans sacrés, d'origine divine, destinés à reproduire sur Terre un ordre cosmique. La pyramide ne serait pas un tombeau, mais un point de connexion entre le ciel et la terre, une sorte de passerelle symbolique ou fonctionnelle. Et si cette symbolique n'était pas seulement religieuse ? Si l'on admet ne serait-ce qu'un instant l'hypothèse que des visiteurs technologiquement avancés aient pu interagir avec l'humanité ancienne, alors les pyramides pourraient être interprétées comme des structures conçues avec un objectif précis, incompris par ceux qui les ont héritées. Les Égyptiens auraient alors été les gardiens, les adaptateurs, les continuateurs d'un savoir qui ne leur appartenait pas entièrement. Cette hypothèse expliquerait plusieurs anomalies: l'absence de plans détaillés, la rupture technologique, la précision extrême et surtout le caractère presque sacré, intouchable de ces monuments. Les pharaons ne se proclamaient pas simplement rois, ils se déclaraient descendants des dieux, héritiers d'un âge ancien, détenteurs d'un pouvoir transmis. Construire ou entretenir une pyramide n'était pas un acte d'ingénierie, mais un acte rituel, cosmique, destiné à maintenir l'ordre du monde. Et dans ce contexte, la question « qui a construit les pyramides ?» devient soudain beaucoup plus complexe. Ce n'est plus une question de main qui taille la pierre, c'est une question d'origine du savoir. Qui a transmis la connaissance nécessaire pour concevoir un monument aussi précis, aussi durable, aussi énigmatique ? D'où venait cette vision? Pourquoi a-t-elle disparu? Bien sûr, ces idées dérangent. Elles bousculent notre conception de l'histoire humaine, notre sentiment de supériorité moderne, notre besoin de penser que tout progrès vient uniquement de nous. Mais l'histoire n'est pas là pour nous rassurer, elle est là pour être comprise. Et parfois, comprendre implique d'accepter que notre passé soit plus étrange, plus vaste, plus mystérieux que ce que nous avions imaginé. Les pyramides ne sont peut-être pas la preuve d'une intervention extraterrestre, mais elles pourraient être la preuve que nous ne savons pas tout, qu'il y a eu des chapitres entiers de l'histoire humaine qui nous échappent encore. Et c'est précisément en confrontant ces zones d'ombre que le mystère devient fascinant. À mesure que la technologie moderne progresse, un phénomène inattendu se produit. Au lieu de dissiper le mystère des pyramides, elle l'épaissit. Chaque nouvelle méthode d'analyse, chaque scan, chaque mesure de haute précision semble révéler non pas des réponses définitives, mais de nouvelles questions, plus complexes, plus dérangeantes encore. Pendant longtemps, on a cru que les pyramides avaient été entièrement comprises, qu'il ne restait plus que des détails à affiner. Mais lorsque les ingénieurs, les physiciens et les architectes ont commencé à les étudier avec des outils modernes, le discours a subtilement changé. Les pyramides ne sont pas simplement des amas de pierres, elles sont des structures extrêmement sophistiquées. Des études ont montré que la Grande Pyramide possède des propriétés étonnantes liées à la propagation des ondes, à la résonance et à la distribution des charges. Certaines simulations suggèrent qu'elle agit comme un amplificateur naturel pour certaines fréquences électromagnétiques. Rien de surnaturel, rien de magique, mais quelque chose d'extrêmement précis, d'extrêmement calculé. Et là encore, une question revient. Pourquoi ? Pourquoi intégrer de telles propriétés dans un monument censé être un simple tombeau funéraire ? Pourquoi une telle obsession pour la géométrie, pour l'orientation, pour les proportions exactes ? Les chercheurs ont également découvert que la pyramide est construite sur un point géographique très particulier, proche du centre de la masse continentale de la Terre. Cette précision géographique, si elle est intentionnelle, suppose une connaissance globale de la planète, bien au-delà de ce que l'on attribue généralement aux civilisations antiques. À l'intérieur de la pyramide, les mystères s'accumulent. Des chambres cachées, des couloirs aveugles, des cavités récemment détectées par des techniques de myographie, utilisant des particules cosmiques pour voir à travers la pierre. Des espaces dont on ignore encore la fonction, la raison d'être, l'accès. Pourquoi tant de complexité interne pour un monument qui, selon la version officielle, n'avait qu'une seule fonction, accueillir un sarcophage ? Certains ingénieurs ont souligné que la structure interne de la Grande Pyramide ressemble davantage à une machine qu'à un tombeau. Une machine sans pièces mobiles, certes, mais une machine conçue pour canaliser des forces, pour résister à des contraintes énormes, pour durer dans le temps avec une efficacité remarquable.
Et plus troublant encore, les blocs de pierre semblent parfois avoir été assemblés plutôt que simplement empilés. Certains joints sont si précis qu'ils donnent l'impression d'une pierre moulée, presque coulée sur place. Cette observation a conduit à des hypothèses audacieuses, suggérant l'utilisation de techniques de géopolymérisation, une sorte de béton antique à base de calcaire reconstitué. Si cette hypothèse est correcte, alors les Égyptiens maîtrisaient une chimie avancée, capable de transformer la pierre en matériau malléable, puis de la solidifier avec une précision extrême. Or, là encore, aucune trace écrite ne décrit une telle technologie. Mais même cette hypothèse ne suffit pas à expliquer toutes les anomalies. Certaines marques sur les pierres, notamment sur le granit, évoquent des coupes rapides, régulières, comme si des outils de haute vitesse avaient été utilisés. Des ingénieurs modernes ont comparé ces marques à celles produites par des scies circulaires industriels, ce qui pose un problème évident lorsqu'on les replace dans un contexte antique. Alors, deux options se dessinent. Soit nous sous-estimons radicalement le niveau technologique de l'humanité ancienne, soit une autre intelligence, plus avancée, a joué un rôle dans la conception ou la réalisation de ces structures. Et c'est ici que la frontière entre science et spéculation devient floue. Car à mesure que les preuves indirectes s'accumulent, l'idée d'une intervention extérieure, qu'elle soit extraterrestre, non humaine ou issue d'une civilisation antérieure disparue, cesse d'être une simple fantaisie pour devenir une hypothèse de travail, certes controversée, mais explorée par un nombre croissant de chercheurs indépendants. Il ne s'agit pas de dire que des aliens sont atterris en Égypte avec des lasers et des vaisseaux spatiaux pour construire les pyramides à la place des humains. Cette vision caricaturale ne résiste pas à l'analyse. Mais l'idée d'une transmission de savoir, d'une influence, d'un accompagnement technologique devient plus difficile à balayer d'un simple revers de main. Car l'histoire humaine n'est peut-être pas aussi linéaire que nous l'imaginons. Il est possible que des civilisations avancées aient existé bien avant ce que l'on appelle l'histoire officielle. Des civilisations qui auraient atteint un haut niveau de connaissance, puis auraient disparu à la suite de cataclysmes, laissant derrière elles quelques traces, quelques monuments, quelques fragments de savoir. Dans ce scénario, les pyramides ne seraient pas une anomalie isolée, mais un vestige, un héritage. Les Égyptiens auraient alors hérité d'un site ancien, déjà sacré, déjà structuré, qu'ils auraient restauré, modifié, intégré à leur vision du monde. Ils n'auraient pas inventé les pyramides, mais les auraient comprises à leur manière, les reliant à leur mythologie, à leur religion, à leur conception de l'au-delà. Cette hypothèse expliquerait pourquoi les pyramides semblent plus anciennes que les textes qui les décrivent, pourquoi elles paraissent presque étrangères au reste de l'architecture égyptienne, pourquoi elles sont traitées avec une révérence particulière comme quelque chose de fondamental, d'intouchable. La science officielle reste prudente. Elle demande des preuves directes, des artefacts clairs, des traces indiscutables, et c'est normal. Mais l'absence de preuves n'est pas toujours l'absence d'absence, surtout quand le temps, l'érosion et les bouleversements géologiques ont effacé une grande partie du passé. Ce que les pyramides nous montrent, en revanche, c'est que notre compréhension actuelle est incomplète. Elles sont comme un message laissé dans la pierre, un message que nous savons lire partiellement, mais dont le sens global nous échappe encore. Et peut-être que ce message n'est pas destiné à glorifier un pharaon. Peut-être qu'il est destiné à interroger l'humanité elle-même. Lorsqu'on prononce le mot « extraterrestre », une barrière invisible se dresse immédiatement. Dans l'imaginaire collectif, ce terme est chargé de clichés, de caricatures, de science-fiction, de récits exagérés qui ont longtemps empêché toute réflexion sérieuse sur le sujet. Et pourtant, si l'on prend le temps de dépouiller cette hypothèse de ses excès, de ses images sensationnalistes, une question demeure, froide, rationnelle, presque scientifique. Sommes-nous absolument certains que l'humanité a toujours été seule ? Cette question, il y a encore quelques décennies, aurait été jugée absurde. Aujourd'hui, elle est posée ouvertement par des astrophysiciens, des astronomes, des agences spatiales. L'univers compte des milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles, et une proportion significative de ces étoiles possède des planètes. Statistiquement, l'idée que la vie intelligente n'existe qu'en un seul point de cet univers devient de plus en plus difficile à défendre. Alors, si la vie intelligente est probable ailleurs, la visite devient-elle impossible ? Dans ce contexte, l'hypothèse extraterrestre appliquée aux pyramides prend une dimension nouvelle. Il ne s'agit plus de croire aveuglément à une intervention spectaculaire, mais d'envisager une possibilité,
celle d'un contact ancien, discret, limité, mais déterminant. Dans cette hypothèse, les pyramides ne seraient pas construites directement par des entités venues d'ailleurs, mais conçues à partir d'un savoir transmis, guidé, inspiré. Un peu comme un architecte moderne fournirait des plans à une population disposant de la main-d'œuvre, mais pas de la vision globale. Ce scénario expliquerait pourquoi les pyramides semblent conçues selon des principes globaux très avancés, alors que leur exécution repose en grande partie sur un travail humain colossal. Il expliquerait aussi pourquoi certaines connaissances semblent apparaître sans continuité logique avec ce qui précède. Les textes anciens, dans ce cadre, prennent un sens nouveau. Les dieux ne seraient pas des divinités au sens spirituel moderne, mais des êtres réels, incompris, perçus à travers le filtre culturel et religieux de l'époque. Leur technologie aurait été interprétée comme de la magie, leur science comme de la divinité. Un vaisseau devient une barque céleste, un appareil lumineux devient une manifestation divine, un être technologiquement avancé devient un dieu. Ce processus n'est pas hypothétique, il est observable dans toutes les rencontres asymétriques de l'histoire humaine. Lorsqu'une civilisation technologiquement supérieure rencontre une civilisation moins avancée, l'écart est souvent interprété en termes religieux ou mythiques. Alors, pourquoi exclure que cela ait pu se produire dans un passé lointain ? Certains éléments iconographiques égyptiens intriguent encore aujourd'hui. Des représentations qui ressemblent étrangement à des objets technologiques, des symboles qui évoquent des sources d'énergie, des appareils lumineux, des dispositifs que l'on peine à relier à un usage purement symbolique. Bien sûr, ces interprétations sont controversées, elles reposent souvent sur des lectures alternatives, parfois audacieuses, mais elles existent et elles persistent parce qu'elles tentent de répondre à une question centrale. Pourquoi tant de cohérence technique dans un monde censé être dominé par le mythe et le rituel ? L'hypothèse extraterrestre, dans sa forme la plus sérieuse, ne cherche pas à remplacer l'histoire humaine, elle cherche à la compléter. Elle suggère que l'humanité n'a peut-être pas tout découvert seule, que certains sauts technologiques pourraient être le résultat d'une interaction, d'un transfert de connaissances limité mais décisif. Dans cette perspective, les pyramides deviennent un symbole. Non pas de domination extraterrestre, mais de collaboration ancienne, ou du moins d'influence. Un témoignage silencieux d'un moment où l'humanité aurait été observée, guidée, peut-être testée. Et si cette hypothèse est troublante, c'est qu'elle remet en question notre position dans l'univers. Elle nous oblige à accepter que nous ne soyons peut-être pas le sommet ultime de l'intelligence, mais une étape dans un processus bien plus vaste. Mais il existe une autre possibilité, encore plus dérangeante. Et si ces aliens n'étaient pas venus d'ailleurs, mais du temps ? Et si une civilisation humaine, très avancée, avait existé bien avant la nôtre, avant les grandes glaciations, avant les cataclysmes planétaires, et avait disparu presque entièrement, ne laissant que quelques monuments indestructibles comme les pyramides ? Dans ce scénario, l'hypothèse extraterrestre se transforme en hypothèse de civilisation antédiluvienne. Les dieux seraient alors des survivants d'un monde ancien, porteurs d'un savoir incompris par les sociétés naissantes qui les ont suivis. Ce scénario expliquerait pourquoi les mythes parlent d'un âge d'or perdu, d'une destruction globale, d'un déluge, d'un monde ancien effacé. Il expliquerait aussi pourquoi les pyramides semblent conçues pour durer, comme si leurs bâtisseurs savaient que le temps, l'eau et le chaos allaient tout emporter. Aliens venus d'ailleurs ou humains venus d'avant. Dans les deux cas, une chose est certaine, la version classique, simple, rassurante, ne suffit plus à répondre à toutes les questions. Les pyramides ne sont pas seulement un exploit architectural, elles sont un défi lancé à notre compréhension du passé. Et ce défi nous oblige à regarder au-delà de ce que nous croyons savoir, au-delà de ce que l'on nous a appris, pour envisager l'impensable. Arrivés à ce point du voyage, une chose devient impossible à ignorer. Les pyramides ne sont pas seulement un mystère archéologique, elles sont un miroir. Un miroir tendu à l'humanité, reflétant nos certitudes, nos peurs et surtout nos limites. Car au fond, la question « les pyramides ont-elles vraiment été construites par les Égyptiens ?» n'est peut-être pas la bonne question, ou du moins, elle n'est pas suffisante. La vraie question est plus dérangeante, plus profonde, plus inconfortable.
Les Égyptiens étaient-ils seuls à posséder ce savoir? Tout au long de ce récit, nous avons vu que la version officielle, bien qu'elle repose sur des bases réelles, laisse derrière elle de nombreuses zones d'ombre. Trop de zones d'ombre pour être ignorées, trop d'anomalies pour être balayées par des explications rapides ou des formules toutes faites. Nous avons vu une architecture d'une précision presque inhumaine, des connaissances mathématiques et astronomiques qui semblent surgir sans transition, des récits anciens évoquant des dieux venus du ciel, des indices scientifiques modernes qui suggèrent une sophistication bien supérieure à ce que l'on attribue habituellement à l'Antiquité, et enfin des hypothèses alternatives, longtemps marginalisées, mais qui persistent parce qu'elles tentent de répondre à ce que les autres explications n'expliquent pas. Alors que faire de tout cela? La science moderne fonctionne selon un principe fondamental. Ce qui n'est pas prouvé n'existe pas encore. Et ce principe est sain. Il protège contre les dérives, les croyances infondées, les illusions. Mais il a aussi une limite. Il peut parfois devenir une barrière mentale, empêchant d'explorer certaines pistes par peur de remettre en cause un cadre établi. L'histoire des sciences est remplie d'exemples où des idées jugées absurdes, dangereuses ou ridicules ont fini par devenir des évidences. L'idée que la Terre n'était pas au centre de l'univers, l'idée que des continents pouvaient dériver, l'idée que des microbes invisibles pouvaient provoquer des maladies. Toutes ces hypothèses ont d'abord été rejetées avec violence. Alors pourquoi l'idée d'un passé plus complexe, plus ancien ou influencé par des intelligences non conventionnelles serait-elle par principe impossible? Il ne s'agit pas d'affirmer que les pyramides ont été construites par des extraterrestres, comme une vérité absolue. Ce serait remplacer un dogme par un autre. Il s'agit d'accepter une chose beaucoup plus simple, mais aussi beaucoup plus troublante. Nous ne savons pas tout. Peut-être que les Égyptiens ont construit les pyramides avec un savoir hérité. Peut-être qu'ils ont reproduit une technologie dont ils ne maîtrisaient plus entièrement l'origine. Peut-être qu'une civilisation antérieure, aujourd'hui disparue, a posé les bases. Peut-être qu'une intelligence extérieure, venue d'ailleurs ou d'un autre temps, a influencé le cours de l'histoire humaine. Ou peut-être que la vérité est encore plus étrange que toutes ces hypothèses réunies. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les pyramides semblent avoir été conçues pour durer, non seulement physiquement, mais symboliquement. Elles traversent les âges comme un message codé, un défi silencieux lancé aux générations futures. Un défi qui dit « Quand vous serez prêts, vous comprendrez ». Et peut-être que nous ne sommes pas encore prêts. Car accepter que l'humanité ait pu recevoir de l'aide, d'inspiration ou même une influence extérieure, c'est accepter que notre histoire ne nous appartienne pas entièrement. C'est renoncer à l'idée rassurante d'une progression purement linéaire, purement humaine, purement maîtrisée. C'est accepter que notre passé puisse être fragmenté, oublié, manipulé ou tout simplement perdu. Les pyramides ne nous donnent pas la réponse, mais elles nous obligent à poser la question. Et tant que cette question restera ouverte, tant que ces monuments défieront nos explications les plus solides, le mystère restera vivant. Peut-être que les pyramides ont été construites par les Égyptiens, peut-être qu'elles ne l'ont été qu'en partie, peut-être qu'elles sont l'héritage d'un monde que nous avons oublié. Mais une chose est sûre, elles n'ont pas fini de nous interroger. Et tant que nous continuerons à les regarder uniquement avec les yeux du passé, au lieu de les questionner avec l'esprit du présent, nous passerons peut-être à côté de la plus grande révélation sur l'histoire de l'humanité. La question n'est donc plus « qui a construit les pyramides ?» La vraie question est « sommes-nous prêts à accepter la réponse, quelle qu'elle soit ?»